Salutations! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu tard, c'est pour ça que la luminosité est légèrement approximative, j'espère que ça ira, que ce sera supportable, ce qui est sûr c'est que ça sera pas génial, mais du moment que ça n'est pas totalement désagréable et que ça ne rend pas la vidéo totalement impossible à regarder, on va partir du principe que ça va. Je vous retrouve pour une vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière et j'avais envie de continuer, qui est une vidéo pile à lire, projection livresque pour l'été. L'été, je trouve que c'est sympa d'essayer de se projeter, d'essayer de se donner des objectifs, et c'est cool aussi de partager ça avec vous, même si comme c'est des piles à lire, c'est un peu comme les achats livresques, enfin comme les hauls, on n'a pas grand chose à dire dessus généralement. Alors, je vais commencer par vous montrer les deux qui pour moi sont vraiment la partie vraiment de challenge en fait dans tous les livres que j'ai mis, et donc c'est un peu les tests, c'est-à-dire c'est des livres, je sais pas si j'arriverai à les lire, j'essaierai, et clairement si ça ne marche pas, ça ne marche pas, et je vais pas en faire une jaunisse, mais c'est voilà, c'est un peu les livres ça passe ou ça casse. Donc le premier c'est celui-ci, c'est L'homme sans qualité tome 1 de Robert Musil. C'est un livre que j'ai acheté l'année dernière en même temps que Ulysse de Jane Joyce, que j'ai lu l'été dernier pour le coup et dont je vous avais parlé en vidéo d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Et c'est vrai que je pense que l'été c'est le moment, si ce n'est de réussir, au moins d'essayer ce type de livre, c'est-à-dire ces livres un peu ovniesques, un peu compliqués, où il faut avoir voilà, justement le temps de se mettre dedans, l'énergie aussi, et puis la disponibilité d'esprit enfin, et donc ça peut être l'occasion de le faire pendant l'été. Donc je n'ai que le tome 1, je n'ai acheté que le tome 1, je me suis dit j'achète le tome 1, je vois ce que ça donne, et si ça me plaît et que j'adore, j'achèterai le tome 2, il sera toujours temps d'acheter le tome 2, et ça fait un an du coup que je laisse, qui n'est pas beaucoup hein. Chez moi, de garder un an un livre dans sa pile à lire, c'est clairement pas beaucoup, et donc je me dis pourquoi pas, ça peut peut-être être l'occasion cet été, sachant que comme je l'ai dit, c'est un peu le livre ça passe ou ça casse, donc clairement je sens bien le livre où soit c'est une révélation intergalactique, et dans ce cas-là c'est trop bien et c'est typiquement le livre qui peut faire ton été, voire même faire ton année lecture, soit ça va être franchement galère, et dans ce cas-là j'hésiterai pas à l'arrêter si ça me plaît pas, parce que ça sert à rien de se forcer, je n'ai aucun impératif à le lire, mais en tout cas je l'ai mis dans ma pile à lire, même si ça fait partie des livres un peu défi de cette pile à lire. Ensuite, l'autre livre défi, il l'est pour une autre raison, qui est une raison de langue, puisque c'est un livre en anglais. C'est Anna Karenine de Tolstoï, donc en anglais Anna Karenina de Tolstoï toujours, ça ne change pas, que j'ai déjà lu. En fait, c'est un peu la particularité, ce qui renforce le côté défi, parce que comme beaucoup de gens, je pense, je relis quand même assez rarement les livres, à part Le Maître et Marguerite que j'ai relu 3 fois je crois, sinon la plupart des livres c'est très rare que je les relise, donc ça plus le fait que c'est en anglais, ça fait de ce livre un livre défi, mais en fait c'est un livre que j'ai quand même très envie de relire. Pourquoi? Parce que c'est le premier livre de Tolstoï que j'ai lu il y a très longtemps, quand j'étais au lycée, avant de lire Guerre et Paix, avant de lire Résurrection, avant de lire toutes les nouvelles que j'ai pu lire depuis de Tolstoï, et c'est un livre qui m'avait pas tant plu que ça, où j'avais été très déçue, et je pense avec le recul que je m'étais un peu fait spoiler déjà en regardant le film avant de voir le livre, et les adaptations d'Anna Karenine sont pas terribles, en tout cas, enfin je remets pas en cause, et je serais totalement incapable d'ailleurs de remettre en cause leur qualité cinématographique, mais pour ce qui est d'adaptation juste, c'est raté en fait, c'est-à-dire que ça ne... Le livre de Tolstoï n'est pas du tout le même en fait, les personnages ne sont pas du tout les mêmes, l'histoire n'est pas du tout les mêmes, il y a dans quasiment toutes les adaptations d'Anna Karenine, il y a des pans entiers de la narration qui sont quand même extrêmement importants dans le livre, qui sont totalement coupés, il y a des évolutions de personnages dont on ne rend pas compte, il y a des thèmes dont on ne rend pas compte. Alors je sais que c'est hyper difficile d'adapter le livre d'un film, mais là pour le coup je pense que dans toutes les adaptations que j'ai pu voir en fait, celles d'Anna Karenine sont à mon sens les moins bien réussies dans tout ce que j'ai vu, et donc c'est vrai que j'étais restée dans l'image du film qui véhicule une image quand même très différente de celle du livre, et donc quand j'ai lu le livre ça a été une déception, mais je pense que je n'en attendais pas ce que j'aurais dû en attendre, et avec le recul, Tolstoï ça fait quand même partie des auteurs que j'apprécie, sans dire c'est un de mes auteurs préférés, mais en tout cas c'est un auteur que je prends plaisir aujourd'hui à lire. Guerre et Paix j'ai adoré, Résurrection j'ai adoré, ça fait partie de livres que d'ailleurs je conseille aux gens, dans les pavés justement je conseillerais Tolstoï personnellement, et donc je me suis dit c'est pas normal que ça l'ait pas fait avec Anna Karenine. Donc comme je m'étais acheté, enfin j'avais reçu à Noël cette très belle édition de Anna Karenine en anglais, je me suis dit c'est l'occasion et ce serait bien d'essayer de le relire cet été, parce que je pense vraiment que au fond c'est un livre que je devrais apprécier, en tout cas que
j'aimerais apprécier, donc j'aimerais lui redonner sa chance. Ensuite, on en a terminé avec les livres que je considère comme les défis. On arrive avec la pile à lire un peu principale, classique. Je vais vous la montrer rapidement. Elle est jusqu'ici niveau fiction, puisqu'après je vous montrerai la non-fiction. Donc, j'ai mis un roman de Zola, qui est Rome. Alors, Rome, donc vous voyez déjà que c'est un livre que j'ai un petit peu commencé. J'ai lu une petite centaine de pages, mais c'était il y a très très longtemps. Rome, c'est un livre qui fait partie d'une trilogie que j'adore, qui est la trilogie des Trois Villes, que Zola a fait après les Rougon-Macquart, dans laquelle il y a Lourdes, qui est un de mes livres de Zola préférés, tout Zola confondu, Rougon-Macquart par Rougon-Macquart, Rome, deuxième volume, et Paris, que j'ai également lu, et dont je vous avais parlé, je crois, en vidéo il y a un an maintenant, même plus d'un an maintenant. Et donc j'ai lu 2 volumes sur 3, j'ai lu les 2 plus petits, il me reste celui-ci qui est énorme, je pense d'ailleurs que c'est probablement le plus long livre que Zola ait écrit, et j'aimerais vraiment le lire, mais ça c'est typiquement le genre de livre où je pense que je peux l'apprécier, même j'en suis quasiment certaine, parce que j'adore cette trilogie de Zola, j'adore le personnage principal de cette trilogie, je trouve que c'est vraiment des livres extrêmement matures. Alors j'aime Zola de base, hein, j'aime les Rougon-Macquart, sauf quelques exceptions, quelques volumes que j'ai vraiment détestés, mais j'aime Zola de base, mais déjà je trouve que c'est un auteur qui, plus on évolue en fait chronologiquement dans son œuvre, plus c'est intéressant, plus c'est poussé, plus on arrive à des degrés d'abstraction, enfin de généralisation qui, moi, me plaisent, parce que je trouve que du coup le message passe beaucoup mieux et beaucoup moins lié à la dénonciation du régime politique précis qui était celui de Napoléon III, mais plutôt à des considérations d'ordre beaucoup plus général qui parlent plus facilement de ce fait au lecteur et à la lectrice d'aujourd'hui, et puis même dans le développement des personnages, dans la narration, enfin... Sur les Rougon-Macquart, par exemple, je préfère largement la seconde partie en fait des Rougon-Macquart, donc tout ce qu'il y a à partir de l'Assommoir. Les volumes que j'ai lus avant me plaisent nettement moins. Et donc là, je trouve qu'avec cette saga qui est celle des Trois Villes, on atteint vraiment des sommets dans le travail de Zola, où voilà, c'est des livres pour moi vraiment de maturité, où on sent que il y a eu 20 livres derrière et je sais pas combien de nouvelles, qu'il y a eu du temps qui a passé, c'est normal. Et donc c'est des livres que j'adore, mais le problème c'est qu'il est extrêmement long, et ça c'est typiquement le genre de livre où dans l'année, c'est difficile d'avoir le temps, même si moi j'ai le temps quand même dans l'année de lire dans mes semaines et tout ça. Mais je sais que parce qu'il fait quasiment 900 pages, c'est un livre que si je n'ai pas des journées entières comme l'été pour les lire, eh ben, je vais être forcée de le faire traîner, et je déteste faire traîner les livres parce que je me lasse extrêmement vite des livres. Donc je sais que c'est vraiment un livre qu'il faut que je garde pour l'été. D'ailleurs j'avais essayé de le lire et je ne l'avais pas terminé, alors même qu'au fond je trouvais ça hyper intéressant. Donc j'espère vraiment pouvoir le lire cet été, ce qui me permettra d'ailleurs au passage de finir cette saga des Trois Villes. Ensuite j'ai mis 2 livres d'auteurs anglais, donc des livres pas du tout adaptés à la saison du coup, puisque généralement on lit plutôt les auteurs anglais, enfin anglais et plus précisément époque victorienne, à l'automne. Moi je lis ça en plein été, mais écoutez, ça n'est pas très grave. Donc on a un livre de Dickens qui est juste énorme, c'est Bleak House. Ça, c'est exactement pareil que Zola, c'est-à-dire c'est typiquement le genre de livres qui, à mon sens, sont parfaitement adaptés à l'été. Alors pas forcément pour la saison, hein, parce que l'époque victorienne, effectivement, sans plus, la feuille qui tombe et la fraîcheur d'automne que la plage l'été, les parasols et les randos sous 40 degrés. Mais en fait, j'ai lu un livre de Dickens l'année dernière qui était Oliver Twist, qui a été une super découverte. C'est un livre que j'ai adoré et qui est, je pense, très méconnu, Oliver Twist, parce que souvent c'est un livre qu'on présente comme un livre pour enfants, alors qu'en réalité il y a une profondeur sur des plans extrêmement variés dans Oliver Twist qui est assez dingue. Donc c'est une parenthèse puisqu'on ne parle pas d'Oliver Twist ici, mais je vous conseille vraiment de vous réintéresser à Oliver Twist et à Dickens en général. Et donc comme j'avais beaucoup aimé, j'avais voulu voir ce qu'il avait fait. Je sais qu'il a aussi écrit Les Grandes Espérances, mais pour le coup Les Grandes Espérances est un livre plus court, donc je me dis que lui c'est faisable de le lire hors de l'été. Et celui-ci qui est juste énorme et qui est très aimé, c'est un livre de Dickens qui est assez recommandé, qui en plus met en scène l'institution judiciaire, qui est une thématique qui est très présente dans le travail de Dickens. La question de la représentation de la justice et de la criminalité, c'est un motif extrêmement récurrent dans le travail de Dickens, ce qui est... Alors,
ce qui se trouve dans la littérature de son époque, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. En France, on a des figures de brigands, on pense à Jean Valjean, on pense aussi au travail de Balzac. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a cette obsession comme ça, qui est d'ailleurs une obsession de son époque aussi, hein, donc c'est assez intéressant de mettre les deux en parallèle, pour la figure de la déviance, de la délinquance, du criminel, et également la figure de l'institution judiciaire, de la répression du droit, c'est pas si fréquent. En tout cas, poussé à ce niveau-là, c'est pas si fréquent que ça, et moi forcément c'est quelque chose qui m'intéresse, puisque c'est des thématiques qui de base m'intéressent. Et le seul problème que j'ai avec ce livre, c'est qu'il est juste énorme. Je pense que vous voyez que je sais pas combien de pages il fait. On est à quasiment 1500 pages, donc c'est énorme. Et de l'autre côté, je sais que Dickens, ça se lit extrêmement bien. C'est-à-dire que Dickens, c'est typiquement le genre d'auteur où les premières pages sont difficiles parce qu'il faut rentrer dans l'histoire et parce que c'est monumental. Donc l'intrigue met un peu de temps à se lancer et on met un peu de temps à dépeindre des personnages forcément. Mais une fois qu'on est dedans, en fait, on est totalement pris. Donc je pense que c'est vraiment un livre qui, si on se le garde pour l'été, on se le garde pour quand on a le temps, peut vraiment être assez simple à lire et assez agréable. En tout cas, j'espère, et donc j'espère pouvoir le lire cet été. L'autre livre que j'ai qui est un peu dans le même thème, enfin c'est pas vraiment dans le même thème, c'est plutôt même époque, même période, c'est ce livre de George Eliot qui s'appelle Félix Holt, Le Radical. C'est un livre, de ce que j'ai compris, qui est pas très connu dans l'œuvre de George Eliot, en tout cas en France, et si je ne dis pas de bêtises, c'est d'ailleurs une réédition qui est assez récente et une traduction qui est assez récente en français, mais moi ça m'a beaucoup intriguée quand j'ai lu le résumé, puisque il est question de politique, il est question de radicalité en politique, il est question de mettre en lumière deux personnages qui viennent de milieux sociaux différents et qui entendent, comment dire, peut-être pas gouverner, mais en tout cas imprimer leurs pattes sur la politique, sur le monde de leur époque, et qui bien sûr ne sont pas animés des mêmes intentions. Enfin, je sais pas si je suis très très claire, mais c'est vraiment le genre de motif que j'aime beaucoup en littérature en général et dans la littérature de cette période en particulier. C'est comment en fait la littérature se saisit de la réalité politique, sociale, économique d'une époque pour créer par la force des mots et de la littérature. C'est très grandiloquent, hein, ce que je suis en train de dire, mais bref, des destins singuliers auxquels on va s'identifier. Enfin, j'aime beaucoup cette imbrication qu'il y a entre la réalité d'une époque et la littérature, et donc j'ai très très hâte. Et puis je sais que vraiment enfin, je trouve en tout cas que les romans de cette période se lisent toujours extrêmement bien. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, ils sont énormes, donc si tu n'as pas le temps, eh bien tu mets 500 ans à les lire, et c'est un peu chiant de mettre 500 ans à lire un livre. Sur ce, on change de période et de pays, puisque nous allons en Espagne bien avant, avec un classique de la littérature espagnole, mais pas que, Don Quichotte. Donc là c'est le volume 1 de Cervantes. C'est un livre que j'ai acheté l'année dernière, que pour tout vous dire, j'avais un tout petit peu commencé l'année dernière, à la toute fin des vacances d'été, je crois, sur la route pour rentrer. J'avais dû lire peut-être 30-40 pages. Et j'avais trouvé ça hyper drôle, mais je l'avais arrêté. Ce qui m'arrive régulièrement, je pense que je suis pas la seule, d'arrêter un livre sans trop de raisons apparentes. Et c'est très dommage parce que j'en ai gardé un très bon souvenir, et depuis, régulièrement, je le vois dans ma pile à lire et je me dis, mais ce serait quand même super bien si je finissais de lire Don Quichotte, qui m'a laissé une super bonne impression. Et donc j'aimerais bien le faire cet été. Tout simplement, je n'ai mis que le volume 1 par contre, parce que alors j'ai le volume 2 pour le coup dans ma bibliothèque, mais de ce que j'ai compris, c'est des volumes assez indépendants. Je me demande s'il n'y a pas des années d'écart, peut-être même 20 ans d'écart entre le volume 1 et le volume 2, donc on n'est pas non plus sur une suite que tu ne peux pas attendre, hein, clairement. Et puis, oui, l'esprit est un peu différent, et là, sur le moment, au moment où j'ai créé cette projection pile à lire livresque, je n'avais pas spécialement envie de lire les deux d'un coup. Donc, je vais prendre le tome 1, et si le tome 1 me plaît énormément, et bah écoutez, en rentrant ou en repassant par chez moi, j'emporterai le volume 2 dans ma valise. Ça, il n'y a pas trop de soucis, mais en tout cas, ça, c'est vraiment un livre que j'aimerais beaucoup lire. Et ce qui est cool, c'est que le style est quand même assez différent de ce que je vous ai montré jusque-là, donc de ce que j'envisage de lire jusque-là, donc c'est pas mal. Ça permettra aussi de changer un peu et d'aborder des thématiques, un esprit, un univers totalement différent. Et sur ce, on arrive au dernier livre niveau fiction, enfin roman de cette vidéo. Là encore, changement d'époque, changement de pays, puisque c'est un livre contemporain chinois. C'est Brothers de Yu Hua, je suis désolée, je sais pas
comment le prononcer, mais j'en profite pour le dire, comme je le dis à chaque fois que je ne sais pas, j'écorche un nom dans une vidéo. À chaque fois, je vous mets toujours dans la barre d'infos les titres et les noms des auteurs, autrices, ainsi que les maisons d'édition des livres que je vous présente. Donc si jamais vous avez un doute, que vous voulez retrouver plus facilement un titre, enfin la référence d'un titre, n'hésitez pas à aller voir. Et donc ça c'est un livre que j'ai découvert, enfin que je connaissais vite fait parce que j'aime bien alors j'aime pas forcément, et je connais pas forcément la littérature de tous les pays asiatiques, oui ça très clairement, mais il y a vraiment des pays, notamment l'Inde, que j'adore, où je trouve que c'est une littérature géniale. Donc c'est vrai que je traîne assez régulièrement au rayon de la littérature asiatique dans les librairies, et celui-ci, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il a une couverture particulière, enfin j'en sais rien, m'avait quand même un peu attirée, donc je le connaissais, mais je me suis vraiment intéressée à ce texte et j'ai vraiment eu envie de le lire quand je l'ai vu passer sur Bookstagram et un peu YouTube aussi en fin d'année dernière, hiver dernier, qui était, d'ailleurs je crois que c'était un livre qui était au programme du club de lecture d'Antastasia, si je ne dis pas de bêtises, et ce que j'avais vu c'est que beaucoup de gens l'avaient énormément apprécié, et donc ça m'avait donné beaucoup envie, d'autant plus que c'est vraiment enfin, de ce que j'ai vu sur ce livre, c'est clairement tout ce que j'adore, c'est-à-dire des espèces de gigantesques sagas où on va suivre un personnage pendant des pages et des pages, enfin encore une fois, j'ai du mal à décrire exactement, mais je sens que c'est typiquement le genre de livre que de base j'adore. Donc quand j'ai vu en plus que plein de gens l'avaient adoré, je me suis dit mais c'est un livre pour moi. Et du coup je l'ai mis dans ma pile à lire de l'été pour la même raison que tous les autres, c'est qu'il m'attire énormément, il me fait énormément envie, je me dis que je peux l'apprécier, que ça peut être une très belle découverte, mais il est énormissime, donc pas lisible partout, tout le temps, à n'importe quel moment d'année. Et donc avec ce livre-ci, on a fini pour ce qui était de la fiction, donc on va passer tout de suite à la non-fiction. Donc comme je vous l'ai dit, pour ce qui est de la non-fiction, j'ai décidé pour ma part de me centrer sur 4 auteurs, autrices, donc il y en a une que vous connaissez déjà, donc je vais vous la montrer tout de suite. C'est Hannah Arendt, voilà, je veux continuer cet été, je vous l'avais dit hein, dans la vidéo, enfin dans les 2 vidéos, une semaine avec Hannah Arendt, que je ne comptais pas m'arrêter en si bon chemin. J'aimerais d'ailleurs potentiellement travailler sur elle l'année prochaine, donc ces lectures vont aussi se justifier par des impératifs étudiants. Donc là je vous ai sorti un peu comme ça quelques livres que j'ai dans ma bibliothèque d'elle, que je n'ai toujours pas lu. Donc on a Responsabilité et jugement, le concept d'amour chez Augustin qui est sa thèse de doctorat je crois, La philosophie de l'existence et La vie de l'esprit. J'en ai d'autres, il y en a d'autres. Là quand même avec, entre ceux-là et ceux que j'ai déjà lus, on couvre une bonne partie des livres quand même très connus de Arendt, même s'il manque... Non je dis des bêtises parce qu'il manque quand même... La condition de l'homme moderne et le 3e volume des origines du totalitarisme. Donc en fait je vous dis n'importe quoi, il n'y a pas du tout tous les textes phares de Arendt, il manque quand même quelques textes importants, mais bref, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque. Ça c'est un échantillon que j'ai quand même un peu choisi parce que c'est les thématiques qui m'intéressent le plus chez elle, donc c'est vraiment pour le coup, au-delà du fait que j'aimerais continuer à découvrir Arendt cet été, ceux-là en particulier m'intéressent tous énormément, et donc voilà, je vais essayer de continuer. Je sais pas encore si j'arriverai à tout lire, probablement pas, puisqu'il faudrait y passer un sacré temps, mais si j'arrive à en lire 2-3 c'est pas mal, et le reste je le lirai à la rentrée, ça n'est pas très grave. Donc ensuite, au-delà d'Hannah Arendt qui n'est pas vraiment une découverte, j'ai 3 autres auteurs que j'ai juste ici, que j'aimerais prendre le temps de découvrir. Donc un peu pareil, je vous ai un peu donné des échantillons, enfin il y en a un où c'est plutôt des échantillons et je me rends compte que je me suis trompée dans mon échantillon, j'ai sorti un livre qui n'a rien à voir, donc je reviens. Je disais donc, avant de me rendre compte que j'avais pris un livre totalement hors sujet que je ne voulais pas du tout vous montrer, que c'est plutôt des échantillons en fait. Ce qui m'intéresse surtout c'est les auteurs, enfin les penseurs slash philosophes en question, lequel je lis est une question un peu plus secondaire, en tout cas pour être plus précis c'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu parce que certains sont assez complexes, donc en fait on ne les lit pas dans n'importe quel ordre, mais bref, j'aimerais prendre le temps de découvrir Emmanuel Levinas déjà, dont je vous avais déjà un tout petit peu parlé sur Instagram. Donc là vous avez un petit échantillon quand même pas mal de ce que j'ai de lui. Donc on a Éthique et Infini, Altérité et Transcendance, Totalité et Infini, et Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence. Le truc avec Levinas c'est que
c'est un auteur qui est assez complexe quand même, donc clairement on n'entre pas dans Lévinas comme ça, sauf si vraiment on est déjà spécialiste de phénoménologie et très très bon philosophe et un connaisseur ou une connaisseuse assurée et poussée de l'histoire de la philosophie, ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais prendre mon temps par rapport à Lévinas. Je ne lirai clairement pas tous ses livres cet été, parce qu'il faudrait que j'y passe tout l'été. Et il est possible qu'au-delà de ces livres-là, il y ait énormément de lectures secondaires, donc de gens qui ont écrit sur Lévinas, ce qui permet souvent, en tout cas en partie, de rendre plus facile l'entrée dans un livre. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne au passage. Et c'est une parenthèse, mais j'aimerais bien essayer de vous faire, peut-être cet été, peut-être à la rentrée, une vidéo sur justement comment appréhender des auteurs ou des autrices en philosophie, mais pas que. Alors moi je connais surtout la philosophie, donc ce sera surtout en philosophie. Et quels sont mes conseils en fait pour lire quelqu'un ou quelqu'une qui est un peu complexe, type Lévinas, parce qu'en fait il y a des techniques qu'on utilise et personne ou presque ne rentre à corps perdu dans certaines pensées, sinon on n'y comprendrait rien du tout. Mais bon, je referme la parenthèse, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mais en tout cas, j'aimerais prendre le temps de découvrir Emmanuel Lévinas. Le deuxième auteur que j'aimerais découvrir, c'est Ancionas. Donc là, pour le coup, c'est assez révélateur de ce que j'aimerais lire. Le principe de responsabilité, parce que c'est des thématiques qui m'intéressent. Et je pense vraiment pouvoir en tirer quelque chose. J'ai déjà lu, en fait, là, il y a pas longtemps, un texte de Ancionas assez petit, dont il faudrait que je vous parle, d'ailleurs, ce serait pas mal. Et ça a été assez intéressant, enfin, c'était assez compliqué. Moins que Lévinas, clairement, mais c'était quand même assez compliqué, donc il faudra que j'y revienne. Et là encore, je pense que j'aille du côté des lectures secondaires. Mais j'étais assez contente de ce que j'en ai trouvé par rapport à ce qui, moi, m'intéresse, que moi, j'aimerais travailler. Donc je pense vraiment que la lecture du principe de responsabilité peut être assez instructive et pas mal. Et puis j'ai également ce tout petit texte qui s'appelle Le concept de Dieu après Auschwitz. C'est moins dans les thématiques qui de l'extérieur m'intéressent, mais pourquoi pas, d'autant plus qu'il est tout petit, donc ça serait sympa de le lire. En tout cas, ça serait intéressant de le lire. Et sur ce, on arrive au dernier livre de cette vidéo, donc dernier livre et dernier auteur aussi de non-fiction que j'aimerais découvrir, et donc c'est aussi le dernier livre que je vais vous montrer là pour cette projection livresque. Donc c'est un livre d'un auteur qui est, je pense, l'auteur le moins connu probablement dans tout ce que je vous ai montré, mais qui est un auteur qui m'intéresse beaucoup. Alors pareil, un auteur assez complexe, donc le livre est pas très gros, mais je pense que je vais mettre un sacré paquet de temps à vraiment tout comprendre. C'est Jean-François Lyotard avec ce livre qui s'appelle Le Différent. En fait, ce qui serait utile sur ce livre, c'est de vous présenter la théorie du différent chez Lyotard, mais là on n'a pas trop le temps et je me sens pas encore suffisamment à l'aise par rapport à ça pour vraiment vous dire des choses juste déjà de base et pertinente ensuite, pourquoi pas, dessus, mais je pense vraiment que c'est une théorie hyper fructueuse pour ce qui est du droit pénal, mais pas que, et qui, moi en tout cas, quand j'ai lu j'ai pas lu un livre de Lyotard, mais il y a un mois, je dirais, j'ai lu un petit texte qui présente en fait la pensée de Lyotard, donc c'est typiquement les lectures secondaires dont je vous parlais. Et j'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant par rapport à plein de trucs. Et donc ça m'a donné envie d'acheter Le Différent. Et je vais essayer de le lire aussi cet été, et j'aimerais bien en tirer quelque chose, mais là pour le coup ça va être compliqué parce que Lyotard c'est quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de pas mal de pans de la philosophie du XXe, assez complexe, notamment la philosophie du langage. Pour ceux et celles qui ont déjà fait de la philosophie du langage autre que de la sociologie et de l'anthropologie du langage, qui pour le coup ça va, savent de quoi je parle en fait, et la torture que c'est à comprendre. Donc j'y vais, mais j'ai peur de vraiment avoir du mal, mais c'est vraiment un auteur que j'aimerais découvrir, et ça pour le coup c'est vraiment un texte que j'aimerais réussir à lire cet été, donc nous verrons. Et voilà, avec ce texte, cette vidéo touche à sa fin, puisque je vous ai présenté tous les livres que j'envisage de lire, sachant que comme toute pile à lire, elle est fondamentalement évolutive et fondamentalement dépendante de mes envies du moment. Donc il est possible que dans 2 semaines, je n'ai plus du tout envie de lire ça, et donc que j'emporte tout autre chose dans ma valise, et donc que je lise tout autre chose. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura été l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir des titres. J'espère aussi vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!